Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, nous concerne tous de près ou de loin, la qualité des soins pour les personnes vulnérables. On entend beaucoup de choses, on s'inquiète souvent, alors comment peut-on passer de cette inquiétude à la confiance? Pour ça, on va décortiquer ensemble le guide de la Haute Autorité de Santé qui vise justement à prévenir la maltraitance et surtout à promouvoir ce qu'on appelle la bientraitance. Et pour commencer, regardez bien ce chiffre, 70%. C'est énorme. Ça veut dire que 7 Français sur 10 sont inquiets du risque de maltraitance dans un établissement de soins, que ce soit pour eux-mêmes ou pour un proche. Ce n'est donc pas du tout une petite peur isolée, c'est une préoccupation massive, un vrai sujet de société. Alors face à cette angoisse quasi générale, que fait-on? Eh bien, la Haute Autorité de Santé, la fameuse HAS, a réagi. Elle a sorti un guide ultra complet pour donner un cadre, des outils concrets aux professionnels et aux établissements. L'objectif, c'est de changer les choses en profondeur pour rebâtir cette confiance qui s'est un peu effritée. Bon, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va se demander pourquoi c'est un tel sujet de société. Ensuite, super important, on va définir les mots. C'est quoi la maltraitance et la bientraitance? Après, on verra la stratégie pour l'éviter, comment on repère les signaux faibles, et enfin, le plus concret, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? Allez, on y va. On attaque avec le premier point. Ce 70%, faut bien comprendre, ce n'est pas juste un chiffre froid dans un sondage. Non. C'est l'angoisse bien réelle de nos familles, de nos amis, et peut-être notre propre angoisse à l'idée d'être un jour vulnérable. C'est pour ça que la bientraitance n'est plus une simple option, c'est devenu une exigence fondamentale. Ok, maintenant, mettons des mots sur les choses. Parce que c'est la base. Pour régler un problème, il faut déjà être d'accord sur ce dont on parle. Avoir des définitions claires partagées par tout le monde, c'est vraiment le point de départ indispensable pour pouvoir agir. Alors la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que la loi considère exactement comme de la maltraitance? Là voilà la définition officielle qui date de 2022. En gros, la maltraitance, c'est un geste, une parole, une action. Mais attention, ça peut aussi être un manque d'action. Et c'est ça qui est crucial. Tout ça dans un contexte bien précis, une relation de soins, de confiance. Et un autre point hyper important, que ce soit fait exprès ou non, ça reste de la maltraitance. Pour que ce soit moins abstrait, le guide propose une sorte de petite checklist, un test super simple en 4 questions. 1. Est-ce qu'on est dans une relation de soins? 2. La personne est-elle vulnérable? 3. Est-ce qu'il y a eu un acte ou au contraire une inaction? Et 4. Est-ce que ça a eu un impact négatif? Si on coche oui aux 4 cases, eh bien, il n'y a pas de doute, on parle bien de maltraitance. Alors là, attention, on arrive à une nuance qui est hyper importante, la différence entre la bienveillance et la bientraitance. Ce n'est pas la même chose. La bienveillance est partir d'une bonne intention, mais en supposant. Par exemple, « Oh, vous devez avoir froid, tenez une couverture !» La bientraitance, c'est tout autre chose. C'est « J'ai l'impression que vous avez froid, est-ce que vous voudriez une couverture ?» On n'impose pas, on propose. Toute la différence est là. On fait avec la personne, on ne fait pas à sa place. Ok, on passe à la stratégie. Comment fait-on pour éviter ça? Le guide est très clair là-dessus. Ce n'est pas le problème d'une seule personne ou d'une seule profession. C'est l'affaire de tout le monde, une responsabilité partagée. Et cette stratégie, elle tient sur 3 grands piliers. Imaginez un trépied. Il y a la personne accompagnée, il y a les professionnels, et puis il y a l'établissement lui-même. Si l'un des 3 pieds est fragile, tout risque de s'écrouler. Le premier pilier, c'est peut-être le plus important, la personne soignée. L'idée de base, c'est de lui garantir la liberté de choisir, de lui redonner le pouvoir. Concrètement, ça veut dire s'assurer qu'elle connaît ses droits et qu'elle reste toujours le pilote et des décisions qui la touchent. Deuxième pilier, les professionnels bien sûr. Pour eux, l'essentiel, c'est la formation, mais pas seulement. C'est aussi d'avoir des moments pour souffler, pour se poser en équipe et se dire « Ok, là comment on a fait? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ?» C'est cette réflexion collective qui fait vraiment progresser. Et le dernier pilier, c'est l'établissement, les murs, la direction. Son rôle, c'est de créer un climat. Une culture où la qualité, la sécurité, ce ne sont pas juste des mots sur un papier. Ça veut dire des règles claires et surtout un environnement où on peut dire les choses sans avoir peur d'être pointé du doigt. Bon, maintenant qu'on a la stratégie, comment fait-on sur le terrain? On passe à la détection, parce que la meilleure prévention, c'est d'agir avant que le problème n'arrive. Il faut apprendre à repérer les petits signaux d'alerte, les signaux faibles. Ce qui est intéressant, c'est que le guide ne cherche pas un coupable. C'est une vision beaucoup plus large. Les risques peuvent venir de partout. De l'organisation générale de l'établissement, de la personne soignée elle-même, des professionnels, du management et même de l'entourage. Tout est lié. Prenons un exemple tout simple. Du côté des professionnels. Un soignant qui est épuisé, en burn-out, ça ne se voit pas forcément sur son front. Par contre, il y a des signaux. Il devient négatif, son humeur change, il ne parle plus à ses collègues. C'est à ce genre de choses que les managers doivent être super attentifs. Allez, on arrive au bout et c'est la partie la plus pratique. Imaginons qu'un problème soit signalé. On fait quoi? On panique? Non.
Le guide donne une feuille de route, un processus super clair pour que personne ne soit perdu et qu'on puisse agir vite et bien. Voilà la marche à suivre en 5 temps. Étape 1, on prévient son supérieur, on sécurise. Étape 2, on accompagne. On écoute la victime, mais aussi les pros impliqués, c'est important. Étape 3, on analyse, tous ensemble, sans chercher de coupable. Étape 4, on trouve des solutions, là, tout de suite. Et étape 5, qui est cruciale, on fait un retour à tout le monde, on ne laisse personne dans le flou. Alors oui, ce schéma peut faire un peu peur, mais en fait, il est là pour rassurer. Il montre qu'il y a une réponse adaptée à chaque niveau de gravité. Pour un petit risque, on gère en interne. Pour un fait un peu plus sérieux, on déclenche un plan d'action. Et pour un truc vraiment grave, là, on passe la main aux autorités. En gros, l'idée, c'est on n'improvise pas. Tout est prévu. Et on termine avec cette phrase du guide qui est à première vue un peu paradoxale, mais qui est tellement juste. En gros, un établissement qui dit « chez nous, il n'y a jamais de problème », c'est peut-être là qu'il y a un problème, un gros même, parce que le zéro incident, ça n'existe pas. Le silence, souvent, ça cache la peur de parler. Donc au final, un lieu où on ose signaler les choses, ce n'est pas un lieu à problème. Au contraire, c'est un lieu sain. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Est-ce que la qualité des soins, c'est un doux rêve, un idéal inatteignable, ou est-ce que c'est un système qu'on peut concrètement construire ensemble ? Ce que ce guide nous montre finalement, c'est que la bientraitance, ça ne tombe pas du ciel. C'est un choix, une construction de tous les jours, qui demande un effort de la part de chacun. Merci beaucoup pour votre écoute.